Alors, la saison de l'embauche démarre bientôt en mars. Et pour que vous ne ratiez pas le coche cette année, on va parler aujourd'hui de 5 stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place maintenant pour s'assurer que 2026, c'est l'année définitive où vous allez décrocher votre emploi de rêve et l'emploi que vous voulez, que vous recherchez. Alors, si vous êtes nouveau ici, bienvenue à ma chaîne Réussir avec Rose Cathy. Ici, on parle de travailler au Canada, donner les astuces, répondre surtout aux questions que tout le monde m'envoie, que les gens m'envoient par rapport aux questions du marché du travail, aux questions de l'embauche ou des questions de carrière ou du développement professionnel en général. Et j'essaie de prendre ces questions, de répondre à ces questions ici pour s'assurer que je ne donne pas la réponse qu'à une seule personne et que plusieurs personnes peuvent profiter des réponses que je donne à d'autres personnes. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rose Cathy Handy, je suis présidente de bilingualing.com, votre site par excellence et le site par lequel vous devrez commencer si vous cherchez du travail et que vous parlez français partout au Canada. Dans ce site-là, vous allez trouver beaucoup d'informations. Premièrement, il y a des offres d'emploi que les employeurs affichent. Et si vous êtes intéressé à une offre, vous répondez directement au contact qui est sur l'offre d'emploi. Mais il y a aussi quelque chose qui est caché dans le site qu'on ne voit pas beaucoup, c'est la grande candidathèque. Et là-dessus, beaucoup de candidats peuvent déposer leur CV, créer un profil, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous ou les personnes qui sont autour de vous, parlez-leur de Bilingual Link pour que tout le monde puisse profiter de cet outil vraiment exceptionnel. Et au-delà de ça, il y a des alertes où vous pouvez vous souscrire. Et par rapport à ces alertes, ça fait que s'il y a une offre d'emploi qui est affichée à 22 heures, vous étiez en train de dormir, la technologie peut vous alerter qu'il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil. Alors, je vous encourage vraiment à commencer par là si vous cherchez du travail parce que 2026, on va tous s'y mettre pour s'assurer que vous décrochez l'emploi de vos rêves et que vous ayez enfin la carrière pour laquelle vous vous préparez. Alors, comme je dis chaque fois, les gens m'envoient des questions. Je demande aux gens de m'envoyer des questions. Vous pouvez les envoyer directement ici sur la chaîne YouTube Réussir avec Rose Cathy. Si vous n'êtes pas encore souscrit, je vous encourage fortement à souscrire pour que vous puissiez être au courant de toutes les autres vidéos qu'on va afficher parce qu'on aborde beaucoup de questions. Jusque-là, on parlait de travailler au Canada, mais on va aussi aborder d'autres questions parce que les gens me posent des questions sur l'emploi autonome. Les gens me posent des questions sur le développement personnel, les gens me posent des questions sur les finances et les gens me posent des questions sur la réussite en général. Alors, bientôt, on va commencer une autre série de vidéos sur réussir autrement, comment on peut réussir autrement. Mais pour aujourd'hui, on reste aujourd'hui qui nous permet de répondre aux questions qui sont des questions un petit peu de début d'année. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé une petite présentation qui vous permet de suivre ce que je suis en train de dire et ça vous permet aussi, si vous avez loupé quelque chose que j'ai dit, vous pouvez voir, vous pouvez lire ce qui est présenté. Ça vous permet justement de continuer à suivre tout ce que je partage comme information et ça vous permet aussi peut-être de demander à d'autres personnes de pouvoir suivre ces présentations-là pour pouvoir décrocher un travail cette année. Alors, la première question, je prends mes lunettes pour m'assurer de bien lire. C'est moi, je cherche encore du travail en 2026, mais je ne vois pas de bons postes affichés. Je n'en vois vraiment pas. L'autre, c'était bon, c'est la nouvelle année, je commence par où, moi, pour m'assurer que je décroche vraiment un emploi cette année. Et puis, quelqu'un d'autre a demandé, puis-je avoir 2 stratégies concrètes que je peux appliquer pour m'assurer que cette année est la bonne année pour que je trouve un emploi dans mon domaine. Comme vous voyez, c'est d'excellentes questions que j'ai essayé de regrouper parce que pour moi, ça rentre dans les mêmes points qui est, oui, c'est la nouvelle année. Et puis, en début d'année, généralement, ça apporte beaucoup de stress, ça apporte beaucoup
d'inquiétude, ça apporte beaucoup d'anxiété surtout, de savoir surtout si c'est qu'on a passé toute l'année 2025 à chercher du travail et on n'a pas trouvé, ou ça fait 18 mois, 24 mois qu'on cherche du travail, on ne trouve toujours pas. Je ne sais pas quelle est votre situation par rapport à votre recherche d'emploi, mais je vous encouragerais à aller vraiment revoir les vidéos passées qui sont sur ma chaîne Réussir avec Rose Cathy, donc ici. Et vous allez pouvoir réécouter les sujets qu'on a abordés dans le passé, de voir quelle est votre situation. Est-ce que votre situation, c'est que vous êtes à la mauvaise place? Est-ce que votre situation, est-ce que vous avez choisi le mauvais secteur ou bien votre secteur a un petit peu de difficulté en ce moment? Peu importe, ou peut-être que vous venez juste d'arriver, vous ne savez pas par où commencer. Peu importe votre situation, on a déjà développé des vidéos intéressantes parce que généralement, c'est des webinaires que je présente et puis ça vous permet d'avoir de l'information. Alors, je vous encouragerais beaucoup à aller relire les autres vidéos pour que vous puissiez peut-être bénéficier de l'information que j'avais partagée à ce moment-là. Alors, ces questions, comme je dis, j'ai essayé de les regrouper un petit peu dans des questions de début d'année. Donc, au lieu de 2 stratégies, j'ai poussé un petit peu à 5 stratégies. Et je pense que tout le monde qui a la recherche d'emploi, qui a la recherche d'emploi, va se retrouver dans au moins un de ces scénarios. Parce que les 5 scénarios répondent vraiment aux problématiques que les gens ont. Et je pense qu'il n'y a pas plus que ça, là, et que c'est vraiment les 5 catégories. J'ai essayé de réfléchir en me disant qu'est-ce qui dérange souvent les gens, ou surtout, qu'est-ce qui peut être comme option dépendamment des situations de chaque personne? Alors, c'est ce qu'on va voir dans les 5 stratégies. Mais avant d'arriver là, je voudrais faire un petit rappel parce que comme on est en train de commencer la nouvelle année et que parfois les gens réfléchissent et ne savent pas quoi faire, et les gens ont des conceptions un petit peu différentes de c'est quoi travailler, pourquoi on travaille, quel type de travail il me faut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour toutes sortes de raisons, je voudrais faire un petit rappel de pourquoi on travaille. Les 5 raisons simples. La première, c'est vraiment gagner de l'argent et subvenir à ses besoins. Peu importe ce qu'on veut dire, hein, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Et c'est ça qui fait que derrière ça, on doit souvent se demander comment je gagne de l'argent. De combien j'ai mes besoins pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est pour cela que vous allez, pour certaines personnes, des jobs saisonniers sont adéquats. Pour d'autres personnes, un travail à temps partiel est largement suffisant. Pour d'autres, ils ont besoin d'un emploi à temps plein. Mais pour d'autres, ont besoin peut-être de 2, 3 jobs, ainsi de suite. Alors, c'est dépendamment de chaque personne parce qu'on doit toujours partir de ses besoins. C'est quoi tes besoins? Et ces besoins doivent dicter le genre de travail que tu dois et comment tu peux travailler. La deuxième raison pour laquelle on travaille, c'est vraiment de créer des richesses autour de soi. Parce que généralement, et effectivement, quand on travaille, quand on est un salaire ou qu'on est à son propre compte ou on reçoit des revenus, on crée de la richesse parce qu'on fait circuler l'argent qu'on reçoit. Et en faisant circuler l'argent, on fait créer la richesse parce qu'on achète l'épicerie et donc le propriétaire de l'épicerie va avoir de l'argent à partir de notre argent. On fait sa déclaration d'impôt, donc le comptable qui fait ta déclaration d'impôt, tu payes ce service-là. Donc, gagner de l'argent nous permet de contribuer à créer de la richesse autour de nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle on travaille, parce qu'on doit participer à l'échelle économique. Et c'est pour participer à l'échelle économique, on doit gagner de l'argent. Alors, la troisième raison, c'est bien sûr se réaliser professionnellement et s'épanouir. Parce que dans la vie, on étudie, on grandit, et puis on est dans la société, on veut sentir que, écoute, j'accomplis quelque chose, je suis en train de performer quelque chose, et je suis en train d'avancer, et ça nous permet de nous sentir bien, ça nous permet de nous valoriser, et le travail contribue énormément à ça, surtout quand on est en train de faire un travail où on évolue dans sa carrière, où on accomplit des choses,
où on est félicité, où les choses, où on voit que ben, j'ai appris quelque chose, je mets ça en pratique et c'est en train de créer XY et c'est en train de produire XY, c'est en train de développer XY. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille et généralement, ce sentiment-là apporte un sentiment de joie déjà et ça permet de s'épanouir un petit peu mieux. La quatrième raison, c'est effectivement, c'est la conséquence de la raison numéro 3, c'est obtenir une reconnaissance sociale et se sentir utile. Parce que quand on est en train de, quand les gens voient notre travail, on nous félicite, même si c'est ton manager qui te félicite, ça te fait te sentir bien. Tu vois cette reconnaissance-là, fait que tu te sens utile quelque part. Et puis d'autres qui reçoivent des médailles, d'autres qui voient leur travail. C'est un sculpteur qui voit son travail qui est utilisé ici et là, le photographe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça nous permet de nous sentir bien avec ces reconnaissances sociales. Et la cinquième raison que je rappelle tout le temps est que parfois les gens oublient. Beaucoup de gens oublient cette cinquième raison, c'est qu'on travaille pour préparer sa retraite. Généralement, les gens passent le temps à se concentrer tellement à gagner de l'argent, vivre maintenant, mais ne pas penser à mettre de côté pour la retraite parce que le jour où tu ne travailles plus, il faut que tu aies des revenus à un niveau qui te permet d'avoir une vie décente. Et parce qu'on veut cette décence-là au moment de sa retraite, c'est pour cela que c'est très important toujours de bien réfléchir sur où on travaille, comment on travaille et combien on gagne. Alors, c'est très important pour moi de faire ces rappels-là pour qu'on soit toujours d'accord sur les raisons pour lesquelles on travaille. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup plus sur les 5 étapes à suivre dès maintenant pour décrocher ton emploi une fois pour toutes en 2026. Parce que 2026, c'est la nouvelle année. Oui, les temps sont peut-être difficiles là dehors. J'écoutais les nouvelles au niveau de l'emploi. Comme vous savez, la semaine dernière, il y a eu des annonces de coupure de postes depuis l'automne 2025 jusqu'à maintenant. On continue à entendre les annonces de coupure de postes. Mais je vous ai toujours dit, ici, pour ceux qui ont écouté les vidéos ou qui me suivent souvent, peu importe, même quand vous écoutez vous entendez parler des coupures de postes, il y a toujours d'autres postes qui s'ouvrent, qui sont disponibles pour toutes sortes de raisons parce que les gens se déplacent, les gens sont embauchés ailleurs, donc libèrent un poste, des entreprises viennent de se créer, ont besoin d'embaucher, des entreprises généralement doivent gérer une croissance et là, il y a les postes qui s'ouvrent. Il y a des gens qui décident de prendre leur retraite. Malheureusement aussi, il y a des gens qui meurent. Ce qui fait que les postes se rendent disponibles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il ne faut jamais penser que parce que vous entendez parler des coupures de postes ou vous entendez parler de hausse de chômage ce mois-ci, que ça veut dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des emplois. C'est à vous de savoir comment bien chercher, comment mieux vous positionner et puis aussi comment prendre des bons choix et comment prendre des bonnes décisions. Et j'espère que les 5 stratégies que je vais partager sont des stratégies qui vont vous aider à naviguer un petit peu ces décisions-là. Alors, commençons directement. Je vous ai déjà parlé de Bilingual Link. Commençons directement, qui est la première stratégie. C'est vraiment le point de départ, le plus grand point de départ, c'est de refaire l'inventaire de ses compétences. C'est très important de refaire l'inventaire de ses compétences parce que l'objectif ici, c'est d'accroître ses chances et d'élargir son champ d'application dans plusieurs professions. Pourquoi c'est très important de faire l'inventaire de ses compétences? Parce que quand vous allez appliquer, quand vous allez répondre à une offre d'emploi, quand vous allez vous préparer pour une entrevue, c'est à partir de votre propre histoire, de votre parcours. Et si vous ne maîtrisez pas votre parcours, vous ne maîtrisez pas votre histoire, c'est très difficile de vous positionner comme il faut. C'est très difficile de voir même qu'il y a des offres d'emploi auxquelles vous correspondez en fait. Parce que la plupart du temps,
C'est ça qui a quand on est cantonné à une chose, parce que c'est quelque chose que j'ai vu pendant des années. Quelqu'un va me téléphoner et dire, moi, je cherche du travail. Et je vais lui demander, tu cherches du travail en quoi? Et la personne me dit n'importe quoi. Il n'y a aucun recruteur, aucun employeur qui peut jamais vous considérer sérieusement si c'est ça votre position. C'est très important pour vous de savoir exactement qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir, quand est-ce que vous pouvez travailler, comment vous pouvez travailler, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour que vous arriviez à répondre à ces questions correctement, c'est très important pour vous de faire l'inventaire de vos compétences. Parce que c'est à partir de vos compétences que vous allez vous positionner, que vous allez vous valoriser par rapport à un poste ou devant un employeur. Alors, c'est toujours le point de départ pour la planification de carrière ou pour la recherche d'emploi, de pouvoir faire l'inventaire de ses compétences. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, un, vous devez faire une auto-évaluation structurée de vos compétences à travers vos expériences passées. Parce que les compétences, vous les analysez en fonction de vos expériences passées. Comme vous savez, il y a plusieurs façons d'obtenir de l'expérience. Il faut comprendre là toutes les expériences à travers le travail, à travers le bénévolat, à travers vos loisirs, ce qu'on appelle les hobbies, à travers votre vécu. Parce que parfois aussi, au fil des temps, vous pouvez acquérir des connaissances qui deviennent des habiletés et qui deviennent des compétences que vous pouvez appliquer à un emploi juste parce que vous avez vécu ces expériences-là. Alors, c'est très important de pouvoir vraiment faire une évaluation de tout ça et de pouvoir dresser la liste. Donc, vous devez prendre une liste qui vous permet vraiment par colonne, vous voyez les expériences à travers le travail, les expériences à travers le bénévolat, les expériences à travers vos loisirs et les expériences à travers votre vécu. Essayez de faire une liste qui vous permet de voir quelles sont les tâches que vous avez accomplies dans chacune de ces expériences, quelles sont les actions que vous avez prises dans chacune de ces expériences, quels sont les défis que vous avez relevés dans chacune de ces expériences et quels sont les résultats que vous avez obtenus dans chacune de ces expériences. Vous allez me demander comment vous pouvez le faire. Une façon de le faire, c'est que vous pouvez utiliser les outils d'évaluation. Vous pouvez même aller dans le guichet emploi que je recommande toujours, qui est un des sites simples, gratuits. Vous pouvez avoir beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui vous permettent de vous préparer correctement pour votre plan de carrière ou pour votre recherche d'emploi. Donc, vous pouvez utiliser les outils d'évaluation qui existent. Vous pouvez parler aux proches qui sont autour de vous pour leur demander comment ils vous voient, en quoi ils voient que vous êtes bon, vous êtes moins bon. Vous pouvez parler à des anciens collègues et puis surtout des anciens superviseurs ou managers. Partout, vous pouvez recueillir l'information sur vous-même. Je vous encourage fortement à ne pas hésiter à le faire. Et ça, une fois que vous avez recueilli toute cette information et que vous avez défini vos listes, vous devez faire donc maintenant une analyse comparative. Vous allez comparer la liste finale au niveau et pouvoir aligner les compétences techniques que vous avez, les compétences relationnelles et les compétences analytiques. Qu'est-ce qui rentre? Parce que c'est les trois catégories la plupart du temps aujourd'hui que les employeurs regardent. Et vous allez donc voir quelles sont les compétences qui rentrent dans la catégorie technique, quelles sont les compétences qui rentrent dans la catégorie relationnelle, quelles sont les compétences qui rentrent dans la catégorie analytique. Et à partir de là, vous allez déterminer 3 métiers. Il y a des choses qui vont ressortir. 3 métiers que vous pouvez en fait qualifier, que vous voyez que si on vous met dans ces métiers-là, vous allez être capable de travailler, vous allez être capable de produire, vous allez être capable d'être compétitif et vous allez être capable d'être efficace. Alors, et à partir de là, donc, ça vous donne un bon point de départ pour voir qu'est-ce qu'il faut donc pour pouvoir vous positionner dans ces métiers-là. Et c'est là que vous pouvez voir les perspectives dans les secteurs qui embauchent et de voir comment vous pouvez vous positionner. Alors, la deuxième stratégie que je voulais partager, que vous pouvez examiner et que vous pouvez peut-être contempler cette année, c'est carrément de changer d'industrie ou de profession.
Dans une vidéo passée, j'avais parlé beaucoup de cette question qui est parfois la raison pour laquelle vous appliquez ou parfois vous plaignez que vous ne voyez pas des autres, vous ne voyez pas des autres, c'est que vous êtes peut-être dans un secteur qui est en baisse ou parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le marché du travail, beaucoup de mouvements vraiment dans l'économie même en général. Il fait que certains secteurs sont un petit peu en difficulté, sont parfois en difficulté à une certaine période de l'année ou pendant toute une année ou pendant une période de 2 à 3 ans. C'est un secteur qui est en train de souffrir, où il n'y a pas beaucoup d'embauches, ou, comme on voit depuis un temps, ce n'est même pas une question qu'il n'y a pas beaucoup d'embauches, mais qu'avec, par exemple, l'arrivée de l'automation, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est en train d'affecter certains secteurs où on est encore en train d'observer, on ne sait pas encore comment tout se met en place avant de pouvoir s'ouvrir à embaucher à nouveau. On a connu ce genre de choses dans les fins des années 90 avec l'avènement des technologies, les dot-com, les sites Internet arrivaient et puis tout le monde était vraiment à la folie, affolé par rapport à ça et il y avait beaucoup de confusion. On ne savait pas quoi faire, qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il y ait le boom, comme je dis, le ballon a explosé, un burst, comme on dit, et c'est là où les choses se sont repositionnées et on a compris effectivement comment les technologies, les web design et tout ça, là, comment réellement utiliser ça, comment positionner ça dans comment dire, dans la définition des postes, la définition du personnel surtout dans les entreprises. Et pendant 2 ans, donc 98, 99, 2000, on parlait de bursts, des dot-com, et ça affectait justement l'employabilité, où on se demandait, ben, où est-ce qu'on va? Beaucoup de gens s'étaient lancés là-dedans, ne trouvaient pas du travail. Mais une fois que l'industrie, les entreprises, le marché du travail a fini par comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces compétences, comment les comprendre, parce que c'est des compétences nouvelles, on ne savait pas comment les appliquer vraiment dans l'échiquier, dans l'organigramme d'une entreprise, et qu'ils ont fini par comprendre comment s'en servir. Et là, ça a pu régler, et dès 2001, 2002, l'embauche a repris. Donc, parfois, il arrive que dans le secteur où vous êtes, il y a peut-être des confusions, il y a peut-être des difficultés et tu n'arrives pas à trouver du travail. Ça peut être temporaire, comme ça peut aussi être permanent. On n'en sait jamais. On ne sait pas du tout. L'exemple banal que je prends toujours, c'est l'arrivée des appareils de photographie digitale. Ça fait que toutes les personnes qui travaillaient à développer les pellicules, les films de photos, se sont retrouvés subitement sans emploi et puis ne savaient pas comment se repositionner. Mais une fois qu'on a pu voir que même les Kodak l'a ramené, le Polaroid, de façon digitale, comment appliquer, ben, 10 ans, 15 ans plus tard, on est revenu. Ben, c'était que oui, on ne peut plus développer des films en grand nombre, quand bien même ces services-là existent encore ici et là, mais au moins on a su comment se repositionner. La fonction ou la profession de photographe n'est pas morte, mais c'est juste comment s'adapter pour utiliser les nouveaux appareils. C'est ça que tout le monde a pu comprendre quoi faire pour continuer cette fonction-là. Alors, c'est très important de pouvoir savoir quelle est votre situation. Mais si c'est dans cette situation-là que vous êtes, qui est actuellement, il n'y a pas beaucoup d'emplois, et puis vous savez pas, ça peut être le moment de changer d'industrie ou de changer de profession. L'objectif ici, comme je répète, est de se repositionner dans les secteurs qui recrutent en ce moment et de surtout gagner du temps. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Comme je rappelais tout à l'heure, les raisons pour lesquelles on travaille. Il faut que tu fasses ton argent. Tu ne peux pas rester 2 ans, tu ne trouves pas du travail et tu continues toujours à rester et attendre. Donc, c'est très important de pouvoir penser à gagner du temps. Donc, tu peux te repositionner soit de façon temporaire,
soit de façon permanente. Il n'y a pas de problème à changer de métier, changer d'industrie, tant que ça te permet de continuer à générer tes revenus, à gagner ton argent et subvenir à tes besoins, préparer ta retraite, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on veut. Alors, comme je répète, rien ne sert de se cantonner à une industrie si c'est qu'actuellement les choses ne vont pas très bien. Et c'est très important de pouvoir faire le bon choix. Ça commence donc une fois de plus à faire l'inventaire de ses compétences afin de déterminer les autres compétences que tu pourrais appliquer et que tu peux transférer dans une autre industrie ou dans une autre profession. Et l'inventaire de compétences dont je parlais tout à l'heure, c'est la même chose que tu vas devoir faire ici. Tu fais une grille officielle des niveaux de compétences essentielles que tu as, les compétences techniques et les autres compétences. Et puis, tu vois, par rapport à ta position actuelle et ce que les employeurs recherchent, quel est l'écart? L'exemple, ce serait quoi? L'exemple serait que pendant longtemps, tu étais en train t'es comptable, par exemple, la comptabilité dont on avait parlé avant, t'es comptable et tu n'arrives pas à décrocher un emploi comme comptable. Ou bien tu étais juge avant, mais tu n'arrives pas à décrocher un emploi comme juge ou comme comptable. Est-ce que tu peux transférer cette compétence-là ou aller dans la profession plutôt de l'analyse? Tu peux faire l'analyse légale dans une entreprise. Est-ce que tu peux faire du bookkeeping dans une entreprise plutôt, ou tu peux faire l'analyse financière dans une entreprise? Parfois, c'est comme ça que tu peux changer de profession ou tu changes d'industrie. Ça peut être que peut-être jusqu'à présent, tu faisais la comptabilité dans l'industrie manufacturière, par exemple, et que subitement, il n'y a plus tu as du mal à trouver de l'emploi parce que peut-être ils utilisent les logiciels maintenant, ils n'ont plus besoin de comptables à temps plein. Ben, est-ce que tu peux maintenant changer et puis aller dans les ressources humaines pour faire la paye par exemple? Parce qu'en tant que comptable, tu sais comment on fait la paye. Donc, tu peux te déplacer et aller dans une autre industrie et travailler dans les ressources humaines comme spécialiste de la paye ou quelqu'un directeur, tout ce qui concerne le payroll. C'est un peu des exemples comme ça qui existent et que tu peux utiliser pour pouvoir voir comment tu peux te repositionner. Alors, une des façons de faire, c'est que tu vas lire les offres d'emploi affichées dans les métiers connexes ou dans d'autres. Il faut que tu choisisses 10 à 15 offres d'emploi que tu essayes de lire et tu vois qu'est-ce qu'on demande comme compétence, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'il va avoir comme responsabilité. Et puis, tu fais la liste, tu compares entre ce que tu sais faire et ce qui est demandé de l'autre côté. Tu vas essayer de mesurer les cas parce que si sur 6 des choses qu'il demande, tu peux en fait faire 4 ou 5. Tu es très bien positionné pour essayer de prendre une chance dans cette profession-là. Et donc, c'est très important de pouvoir voir comment tu peux changer d'industrie ou de profession. La troisième stratégie, c'est vraiment accroître son réseau de contacts. L'objectif ici est d'accéder aux 80% des offres d'emploi non affichées, mais qui existent et qui sont réelles, mais qui ne se disent que de bouche à oreille ou par recommandation. Je pense que c'est quelque chose que vous savez, que en fait, les offres d'emploi qu'on va afficher, ça ne représente que 15 à 20% des offres d'emploi qui existent. Beaucoup d'offres d'emploi se passent de bouche à oreille ou d'une branche à une autre branche ou de référencement de quelqu'un qui travaille déjà, qui va référer quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que ces offres d'emploi se passent. Ce qui fait que dans une année comme celle-ci, surtout quand on entend que ça se resserre un petit peu dans le marché du travail, c'est le bon moment pour toi, en fait, de pouvoir te positionner. Et si tu sais donc que c'est par référencement ou par qui tu connais ou quelqu'un qui sait quelque chose autour de toi, d'où l'importance pour toi de développer un réseau de contacts, un vrai réseau de contacts ou d'améliorer celui que tu as déjà.
Alors, ça veut dire la première chose, c'est le temps pour toi de sortir. Sortir, sortir, sortir. Tu dois sortir, rencontrer du monde, rencontrer du nouveau monde, renouveler avec des anciennes connaissances de travail et surtout, partout où tu vas dire aux gens que tu cherches du travail et qu'ils pensent à toi s'ils voient quelque chose ou s'ils entendent qu'il y a quelque chose qu'ils te recommandent. C'est le temps aussi de voir des contacts que tu as dans les médias sociaux. Une des erreurs qu'on commet, c'est que parfois dans nos médias sociaux, on est ici au Canada, on cherche du travail au Canada, mais sur les 300 amis qu'on a dans notre réseau, 200 sont des gens qui sont à l'extérieur du Canada. Si tu cherches du travail, c'est bien beau d'avoir ces gens-là, mais ces gens ne te servent à rien pour chercher du travail. Et parfois même dans LinkedIn, quand on va dans LinkedIn, on ouvre son compte dans LinkedIn, au lieu de chercher des gens qui sont dans le marché du travail, des recruteurs, des professionnels, on amène encore les mêmes personnes qu'on a dans nos Facebook, les mêmes personnes qu'on a. Normalement, dans les médias sociaux, ça ne devrait pas être les mêmes contacts que tu as dans tous tes comptes. Parce que chaque compte social, surtout quand tu cherches du travail, chaque compte joue vraiment un rôle spécial, un rôle capital. Donc, il faut que les gens qui sont inscrits dans ton compte soient des gens qui te sont utiles par rapport à ce que tu veux faire avec ce compte-là. Donc, si tu es dans le Facebook, c'est très important de voir qui sont les gens qui sont dans ce compte-là pour toi et voir tous ceux qui sont au niveau du Canada. Et tu les contactes, tu leur dis, tu cherches du travail, surtout ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, parce que parfois, là où ils travaillent, ils peuvent peut-être te recommander, ou bien là où ils ont travaillé avant, ils peuvent aussi te recommander. Beaucoup de gens sont en contact avec leurs anciens employeurs et sont parfois au courant quand il y a un poste à combler là-bas, donc ils peuvent te référer très facilement. Alors, c'est très important de revoir son cercle d'amis, de revoir aussi des gens qui sont dans tes médias sociaux pour t'assurer que c'est des gens qui sont appropriés, qui peuvent être prêts à te recommander là où tu veux aller travailler pour que tu puisses bénéficier des offres d'emploi qui sont dans les 80% qui ne sont pas affichées. L'autre aspect que tu dois voir, c'est justement les professionnels qui sont dans certains réseaux où toi, tu n'es pas. D'où l'importance, comme je dis, de sortir, de sortir, de sortir. Parce que c'est très important d'aller dans ton cercle, les associations professionnelles de ta profession, qui organisent souvent des activités tout le temps, d'aller participer là et de pouvoir rencontrer des professionnels pour leur dire, je suis aussi comme vous, s'il y a quelque chose que vous voyez, recommandez-moi, parlez de ma candidature et puis dites-leur que je cherche du travail et surtout de leur dire, leur donner les détails, donner le CV si tu peux, donner le contact LinkedIn si tu peux, mais de faire des suivis quand tu rencontres ou tu parles à ces gens-là. Donc, c'est le temps maintenant, en fait, de te donner une cible. Le cible de combien de contacts nouveaux ou les anciens que tu vas relancer, que tu dois te faire par semaine ou que tu dois te faire par mois pour que tu augmentes très bien vite ton réseau de contacts. Parce que imagine, si tu arrives à avoir 200 nouveaux contacts, les gens à qui tu parles ce mois-ci, à qui tu laisses savoir que tu cherches du travail et qu'ils doivent te recommander, tu vas être très surpris s'il y a même 10% qui te font des recommandations. C'est déjà 20 possibilités que tu viens de t'offrir. Alors, c'est très important de pouvoir faire cet exercice-là et de pouvoir penser à cette stratégie. Et si c'est celle qui marche pour toi et que tu veux en savoir un petit peu plus, comme j'ai déjà préparé un guide que tu peux télécharger dans le lien en bas qui va t'aider à comprendre pas à pas comment tu peux appliquer cette stratégie pour que ça t'aide à décrocher un emploi en 2026. La quatrième stratégie, c'est évidemment de changer de province, de changer de ville. Comme je disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas du travail, c'est peut-être parce que tu es juste à la mauvaise place. J'ai toute une vidéo que j'avais développée dans le passé et que vous pouvez aller revoir et puis relire, réécouter tout
le vidéo et puis repasser à travers tout ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à cette problématique. Et de voir donc aussi les forces par rapport au Canada, où vous pouvez peut-être envisager aller en fonction des industries qui sont implantées, parce que peut-être vous êtes à une place où les industries qui sont dans votre secteur sont plus fortes dans une autre province ou dans une autre ville par rapport à là où vous êtes. Alors, l'objectif ici, c'est évidemment d'aller là où les emplois se trouvent en ce moment dans ton secteur. Vraiment, je répète, l'objectif, c'est d'aller là où les emplois se trouvent en ce moment dans ton secteur. Rien ne sert de poireauter dans un coin s'il n'y a pas d'emploi dans ton secteur, alors que les emplois dans ton secteur pilulent ailleurs. Je dis toujours que vaut mieux être dans une nouvelle place et qui te donne un emploi à la hauteur de tes compétences et de tes aspirations et qui te permet donc de générer des revenus qui te permettent de vivre, et tu peux rendre visite. Si là où tu es, c'est là où tu es né, tu as grandi, tu peux venir les fins de semaine visiter, mais au moins tu auras les moyens de le faire que de rester dans un endroit et ne pas avoir des ressources et des moyens pour pouvoir subvenir à sa vie. Alors, ce qui est très important, c'est d'analyser les options dans les différentes provinces ou territoires pour comprendre les conditions de vie et de travail dans la région qui offre des emplois intéressants pour toi. C'est aussi important de déterminer tes conditions de relocalisation et comprendre ce qu'il te faut pour que tu puisses bouger dans une autre ville ou que tu puisses bouger dans une autre province et t'assurer que tu rassembles toutes les conditions pour que tu puisses justement y aller. Et déterminer aussi quel serait le bon moment pour toi d'y aller et combien ça va te coûter. Parce que la relocalisation, c'est pas facile, même quand on est seul. Mais parfois, encore si on a de la famille qu'on doit relocaliser, même parfois, même on veut se déplacer avec sa propre voiture. Quelqu'un qui est au Québec et trouve du travail en Alberta et que veut déplacer sa voiture, il faut voir combien ça coûte. Et les logements, on parle des questions de logement partout. Aujourd'hui, les logements, combien ça coûte là-bas et donc qu'est-ce qu'il te faudra pour y aller. Connais-tu les employeurs qui offrent de l'appui en relocalisation? Parce qu'il y a certains employeurs, en fait, qui peuvent payer pour ta relocalisation, pardon. Et donc, si tu vas avoir besoin de ça, ça voudra dire que les emplois que tu vas trouver, il faudra trouver ceux où les employeurs offrent de l'accompagnement en relocalisation. Il y en a parfois qui peuvent rembourser tes frais de transport. Il y en a qui peuvent qui peuvent payer pour que tu déplaces tes objets personnels de là où tu es à là où tu vas aller. Il y en a qui peuvent supporter, peut-être c'est ton assurance ou t'aider à trouver un logement. Il y a toutes sortes de choses que les employeurs offrent pour la relocalisation. Donc, ça va être à toi de faire ces recherches-là. Alors, une autre chose, c'est de voir si tu connais des spécialistes en carrière ou recrutement qui se spécialisent justement à accompagner des gens qui veulent aller travailler ailleurs et vivre dans une autre région ou province. C'est donc des personnes qui peuvent, parce que ces personnes ont l'habitude de s'occuper des gens comme toi qui veulent se déplacer, donc vont savoir ce qu'il faut, vont te rappeler, ils ont le checklist nécessaire pour que tu n'oublies rien et pour que tu puisses avoir tous les éléments qui te permettent de prendre la bonne décision. Alors, c'est très important de passer à travers et puis de pouvoir prendre la décision si le mieux pour toi, c'est de changer de province ou de ville. La dernière stratégie, non des moindres, c'est celle qui est de devenir travailleur autonome. C'est très important de ne jamais, jamais, jamais oublier cette option-là parce que parfois, on est souvent trop cantonné à chercher du travail et on oublie que, hey, il y a la possibilité d'être son propre employeur. C'est en fait une forte possibilité et dans certains cas, c'est peut-être même mieux pour toi que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, la 5e stratégie que je propose, c'est celle-là, devenir travailleur autonome. Alors, l'objectif ici est de devenir son propre employeur et de ne plus attendre pour générer ses revenus.
Parce que si ça fait 18 mois, 24 mois que tu attends que quelqu'un t'embauche, quelqu'un te donne une chance, donne-toi cette chance-là toi-même. Crée ton propre emploi et puis commence à travailler à ton propre compte. Alors, plusieurs compétences peuvent être offertes en freelance ou de lancer son entreprise. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont habitués à acheter les services plutôt que de pouvoir embaucher quelqu'un. Alors, il faut y penser que peut-être même que l'employeur où tu te casses la tête à vouloir te faire embaucher serait plus ouvert à acheter tes services que de te prendre comme employé. Donc, il faut y penser, c'est vraiment une bonne option. Donc, il te faut faire un test de personnalité pour déterminer ton niveau d'habileté entrepreneuriale et les atouts personnels pour travailler de façon autonome parce que la réalité, c'est souvent quand même que c'est pas tout le monde qui peut travailler. D'autres personnes sont vraiment nées pour travailler sous la supervision de quelqu'un ou dans un cadre ou déterminé par quelqu'un d'autre. Ils viennent juste respecter le cadre, respectent les paramètres, fait ce qu'il a à faire et va à la maison. Mais d'autres personnes ont la possibilité et la capacité de pouvoir travailler seules, de façon autonome, décider qu'est-ce que je fais, quel est le seuil que je peux atteindre et s'organiser, ainsi de suite. Donc, il faut que tu fasses un test de personnalité pour déterminer ton niveau d'habileté. Tout le monde a quand même un petit pourcentage d'habileté entrepreneuriale, mais c'est de déterminer c'est quoi ton niveau d'habileté entrepreneuriale et les atouts personnels que tu peux amener dans le travail autonome. Si tu ne sais pas comment faire un test de personnalité, il y a plein d'outils qui existent en ligne, des outils qui sont gratuits, même qui vont te permettre de pouvoir faire cette analyse-là de ta personnalité. Et parce que c'est très important de pouvoir faire ce test pour que tu aies un rapport qui va permettre de t'aider dans tes démarches étape par étape. L'autre chose à penser, c'est d'utiliser aussi les ressources existantes communautaires. Il y a beaucoup de centres qui ont des programmes pour aider quelqu'un qui veut être travailleur autonome, qui vont passer de l'idée jusqu'à ce que tu puisses t'installer. Donc, c'est très important d'utiliser ces services-là et de voir comment ces services peuvent t'aider à te structurer pour que tu puisses te lancer de façon optimale et que tu puisses aller décrocher les revenus dont tu as besoin. L'autre chose à considérer, c'est vraiment de déterminer où sont les clients. Et s'il y en a assez pour que tu décroches des marchés nécessaires dont tu as besoin là où tu es. Les clients peuvent être en ligne. Tu peux aller trouver des clients à l'extérieur du Canada. Les clients peuvent être sur place, que tu peux rencontrer physiquement. Ils peuvent être ailleurs, au-delà de ta ville. Mais c'est très important de faire une petite étude de marché, une étude de faisabilité pour voir où sont les clients qui ont besoin de ce que tu peux avoir à offrir et de faire ces démarches-là. Et une fois de plus, comme je dis, il y a des centres qui existent, qui ont des ressources nécessaires pour t'accompagner par des conseils, par des ateliers et par des documents qui peuvent t'aider vraiment à voir comment tu peux te structurer dans ce sens et comment tu peux vraiment te mettre en place, te mettre sur pied et aller générer les revenus dont tu as besoin. Avant de partir, j'ai préparé évidemment un petit bonus qui vous permet de considérer aussi quelques éléments qu'il ne faut pas oublier pendant que vous êtes en train de prendre ces décisions-là cette année. La première des choses, c'est évidemment le taux de chômage. C'est très important de comprendre quelle est la dynamique sur le marché du travail dans chaque province et chaque territoire actuellement. Parce que c'est bien de pouvoir prendre la décision de se déplacer, mais il ne faudrait pas que la décision soit prise comme les gens font. Ah, je connais quelqu'un en Colombie-Britannique, donc je m'en vais là-bas. Oh, j'ai un très bon ami qui est à Saskatchewan, donc il semble s'en sortir, donc je m'en vais là-bas. Oh, je connais, j'ai de la famille au Québec, je m'en vais là-bas, donc ça va m'aider aussi à avoir
ma famille. C'est pas vraiment sur ces bases-là qu'il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision sur des données réelles, sur les données du marché du travail. Et ces données existent partout. Et vous pouvez aller les chercher. Et je vous encourage toujours à commencer par guichtetemploi.gc.ca, qui est le site où vous pouvez aller gratuitement avoir beaucoup de ressources qui vous permettent de prendre des bonnes décisions. Alors, actuellement, le taux de chômage, il est plus bas au Québec, il est plus élevé en Terre-Neuve et Labrador. Et entre-temps, le Québec, c'est 5,4 %, Manitoba, 5,7 %, Colombie-Britannique, 6,4 %, Nouvelle-Écosse, 6,5 %, Saskatchewan, 6,5 %, Nouveau-Brunswick, 6,6 %, Alberta, 6,8 %, l'Ontario, 7,9 %, Île-du-Prince-Édouard, 7,3 % et puis Terre-Neuve, 10,7 %. C'est très important d'avoir ces données-là parce que ça vous dit un peu qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'en Ontario, on est beaucoup affecté par le fait qu'ici, il y a eu c'est là où les grosses coupures en secteur de l'automobile, je pense Amazon et puis ces grosses entreprises de logistique qui ont fait des coupures de postes en masse. C'est ça qui affecte un peu dans le dernier trimestre le taux de chômage au niveau de l'Ontario. Mais c'est bien pour vous d'avoir ces éléments et vous pouvez avoir ces informations en ligne. Comme je dis, non seulement il faut savoir pourquoi il y a le taux de chômage, mais il faut aussi savoir pourquoi il y a ce taux de chômage, qu'est-ce qui est en train d'alimenter le taux de chômage pour que vous ne paniquiez pas et que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Actuellement aussi, il y a l'aspect de voir c'est quoi les secteurs vibrants actuellement. J'avais fait une vidéo dans le passé que vous pouvez aller voir qui explique vraiment dans chaque province, chaque territoire, c'est quoi les industries fortes. Mais au-delà d'avoir les industries traditionnellement fortes dans ces provinces et territoires, c'est aussi important de savoir actuellement qu'est-ce qui est en train de vraiment connaître des résultats positifs en matière d'emploi. On peut compter la santé, la technologie, la construction, qui sont forts partout au Canada, mais surtout au Québec, Alberta et Colombie-Britannique. Il y a les énergies et pétrole qui sont vibrants actuellement en Alberta et Saskatchewan. Finance et tech, Ontario et Colombie-Britannique, quand bien même ici, il y a une concurrence très élevée, mais c'est quand même un boom actuellement. Il y a les pénuries persistantes dans les métiers qualifiés. Ça veut dire que partout au Canada, on a besoin de main-d'œuvre dans les métiers qualifiés. Et puis, la santé et les services à domicile dans la plupart des provinces. D'autres points aussi à considérer quand vous êtes en train de prendre les décisions, c'est quoi le coût de la vie, c'est quoi la langue qui est appliquée dans ces provinces-là. On le voit parce que beaucoup de personnes qui sont francophones parfois se heurtent à la question des emplois où il n'y a pas des emplois bilingues. Alors, c'est très important de pouvoir savoir si là-bas, on est soucieux du bilinguisme dans ces provinces-là. Les questions d'immigration et la mobilité, bien sûr. Certains permis de travail que vous avez, que d'autres personnes ont parfois des conditions dont il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Même la résidence permanente, parfois, parce que maintenant, il y a des provinces qui sélectionnent et les gens obtiennent la résidence permanente de certaines provinces. Il faut essayer de comprendre les conditions qu'il y a derrière. Il y a aussi les infrastructures qu'il y a en place pour l'épanouissement personnel et professionnel. Est-ce que les logements sont faciles à obtenir? Est-ce que les loisirs sont faciles? Est-ce que les écoles sont là pour les enfants? Ainsi de suite. Donc, c'est quand même des points très importants à considérer. L'autre point, c'est justement les revenus. Il faut savoir c'est quoi le salaire minimum dans chaque province. Croyez-moi, c'est ultra capital. C'est très important de pouvoir savoir c'est quoi
le salaire minimum dans chaque province. Alors, avant de pouvoir vous lancer, parce que ça vous donne une idée du minimum de revenus que vous pouvez rêver avoir. Parce que peu importe, quand il y a le salaire minimum, ça veut dire que tout le monde commence au moins par là. Et donc, en vous déplaçant quelque part, il faut savoir qu'est-ce qui est appliqué là-bas. Et aussi de savoir le salaire moyen annuel dans chaque province et chaque territoire. C'est des informations qui existent en ligne que vous pouvez vraiment trouver facilement en ligne et je vous encourage beaucoup à aller chercher ces informations-là. Et honnêtement, toute autre question que vous avez, que vous posez personnellement, cherchez les réponses avant de prendre une décision finale pour que vous ne vous retrouvez pas quelque part et que vous ayez à regretter ou parce que vous n'avez pas eu toute la bonne information. Donc, c'est très important de toujours aller chercher la bonne information et de s'assurer que vous prenez les décisions sur la base de la bonne information. Alors, je vous encourage ici toujours à continuer à nous suivre et envoyer vos questions. Surtout, envoyez vos questions. Je suis vraiment là pour pouvoir aider, pour vous aider à cheminer, aider à trouver l'information qu'il vous faut et peut-être essayer d'éclaircir les zones d'ombre que vous avez dans votre cheminement de recherche d'emploi ou de recherche de carrière. S'il y a aussi des sujets spécifiques que vous voulez que j'aborde, j'ai vu que dans le passé, il y a eu beaucoup d'intérêt dans des sujets qui se concentraient sur des professions spécifiques. On a eu à couvrir, trouver du travail dans la logistique, trouver du travail en comptabilité, trouver du travail dans le secteur des mines. J'ai vu que dans le passé, ça a eu beaucoup d'intérêt. Donc, si c'est des sujets comme ça qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par email à info@bilinguallink.com, soit sur Facebook, vous pouvez envoyer le message à travers le Facebook de Bilingual Link, ou alors vous mettez un commentaire juste en bas ici. Ça va me permettre de savoir les questions que vous posez ou des sujets que vous voulez qu'on essaye de couvrir pour l'information, peu importe où au Canada, où vous voulez travailler. Et comme ça va me permettre de pouvoir aborder ces questions et de pouvoir vous aider à cheminer comme il faut. Alors, c'est ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui et comme vous savez, je suis Rose Cathy-Handy et ici, c'est Travailler au Canada, les questions-réponses live et vous pouvez continuer à me suivre ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, de pouvoir vous abonner au compte ici, Réussir avec Rose Cathy et comme ça, je vais continuer à répondre à vos questions et continuer à nous suivre, mais surtout partager les vidéos pour que d'autres personnes puissent bénéficier de l'information qui est là. À bientôt!